Pour atteindre le rivage, il y a désormais un grand désert à traverser. Il faut marcher des heures entières sur le sable et le sel mis à nu. Mais qu'importe, avant de mourir, le vieil homme voulait revoir la mer d'Aral une dernière fois. Sentir sa présence, goûter son sel, retrouver cet univers presque oublié. L'Aral a quitté l'horizon depuis longtemps, la mer disparaît. Autrefois, elle nourrissait le peuple du vieil homme, aujourd'hui elle l'entraîne dans son agonie. Un grand lac morne, brunâtre, sans vie, comme absorbé par le désert, c'est notre première vision de l'Aral. Les légendes parlent pourtant du bleu profond de la mer, des vagues, de l'abondance du poisson. Située à 2000 km au sud de Moscou, au cœur de l'Asie centrale soviétique, l'Aral est la 4e plus grande mer intérieure du globe. Au début des années 60, elle était aussi vaste que la Belgique. Depuis, elle s'évapore à toute vitesse en laissant derrière elle un désert de sable et de sel. En 30 ans, sa surface a diminué d'un tiers, son volume de 2 tiers, son niveau s'est abaissé de 14 mètres. La mer s'assèche car les 2 fleuves qui l'alimentaient ont dépéri. Le Syrdarya au nord, la Moudaria au sud se tarissent avant d'atteindre leur embouchure. La mer meurt de soif et si rien n'arrête le processus, dans 10 ans, elle sera rayée de la carte. Les responsables de cette catastrophe écologique, ce sont les hommes. Nous sommes à Noukous, au bord du fleuve Amoudaria, à près de 300 km au sud de la mer d'Aral. Noukous est la capitale de la Karakalpaki, une république autonome d'environ 1 200 000 habitants, rattachée à l'Ouzbékistan. Proche de l'Iran et de l'Afghanistan, pas loin de la Chine, la Karakalpaki est au carrefour de nombreuses civilisations. Un drôle de peuple, méconnu, cosmopolite, bigarré. Les gens d'ici parlent une langue d'origine turque. La religion, l'islam, est toujours vivace malgré plus de 70 ans de pouvoir soviétique. Coincée entre 2 déserts immenses, cette terre était un grand verger. Grâce à l'Amoudaria, le fleuve, on fait pousser des fruits et des légumes depuis plus de 3000 ans. Les malheurs commencent lorsque le pouvoir central décide de transformer ce paradis agricole en province du coton. Du coton à perte de vue, des millions d'hectares dans la région de l'Aral, c'est le résultat d'un gigantesque plan de production lancé par les autorités soviétiques au début des années 60. Pour la monoculture intensive du coton, on défriche de nouvelles terres, on détruit des vergers. Il faut irriguer, alors on pompe sans retenue dans les fleuves. Pour assurer de bonnes récoltes, on répand des tonnes de pesticides et de défoliants sur les plantations. Toute la population est mise à contribution, même les enfants, aujourd'hui encore esclaves du coton dès l'âge de 5 ans. L'exploitation forcenée de la nature a conduit au désastre pour l'environnement et pour les êtres humains. Sans analyse économique, on a agrandi les champs de coton, sans tenir compte de la capacité de l'Amoudaria. On a mis en valeur de nouvelles terres. Avant, les 2 fleuves Amoudaria et Syrdarya se jetaient dans la mer d'Aral. Maintenant, il y a tant de terres irriguées en amont que l'eau de l'Amoudaria arrive à peine jusqu'ici. En descendant vers la mer d'Aral, juste après les derniers champs de coton, là où jadis il y avait de grands pâturages, des dunes de sable se sont formées. Plus loin, là où autrefois il y avait la mer, un grand désert est apparu. On dit ici que la nature s'est vengée. J'ai du mal à parler du destin de la mer. Et je n'arrive pas à oublier ma chère Aral. J'en rêve de plus en plus souvent. Pendant des siècles, on a vécu avec la mer. Comment vivre sans elle?
Parfois, je pense que la râle va revenir. Moi, je disparaîtrai avant, mais j'espère que mes enfants la reverront un jour. Bienvenue à Mouinak, la ville des pêcheurs. Le panneau à l'entrée est planté dans le sable. Le plus grand port de la Karakalpaki est aujourd'hui prisonnier du désert. Invisible, inaccessible, la mer a reculé ici de 90 km. Quand elle a commencé à s'éloigner, les pêcheurs ont voulu la rattraper. Ils ont creusé des canaux pour remettre leur bateau à l'eau, mais la mer est partie trop loin et ils ont abandonné, vaincus par le désert. Longtemps encore, les pêcheurs de Mouinak ont cru au retour de la mer. Ils se tenaient prêts. Pendant des années, ils ont entretenu leur navire, et puis un jour, à bout de force, à bout d'espoir, ils ont laissé tomber. Pour tous, la mer n'était plus qu'un souvenir. Il y avait parfois des tempêtes en mer d'Aral. Mais, en général, elles n'étaient pas bien méchantes. Quand on travaillait en mer, on s'arrêtait quelques heures et on attendait que ça passe. La mer était très poissonneuse. Il y avait vraiment beaucoup d'espèces de poissons. On faisait de la soupe avec. Chaque poisson avait son propre goût. Ah, c'était très bon. Brème, cendre, esturgeon ont pêché 45 000 tonnes de poissons en mer d'Aral il y a 30 ans. Aujourd'hui, la plupart des espèces ont disparu. On ne pêche plus rien. J'ai travaillé pendant 15 ans à bord de ce bateau. Oui. J'étais le capitaine du navire. On partait en mer. On se reposait pendant le trajet. Ensuite, on pêchait. Et à terre, on réparait nos filets. Ce bateau représente toutes mes années de bonheur. 12 000 personnes ont déjà quitté Mouinak. La moitié de la population a déserté le port. Eux sont restés car ils ne savent pas où aller. Il n'y a plus de mer, mais ils pêchent encore. Ils partent très loin, à plus de 300 km d'ici, jeter leurs filets dans un lac, au milieu des champs de coton. L'eau de ce lac est polluée par les pesticides et les défoliants. Le poisson est contaminé, mais les pêcheurs de Mouinak le mangent quand même. Ici, c'est une question de survie. Les scientifiques nous ont dit que l'eau n'était pas pure, car les eaux de drainage des champs de coton se déversent dans le lac. Ils disent que l'eau contient plein de produits chimiques. C'est dangereux pour la santé, mais on y pêche quand même. Il faut bien qu'on travaille, il faut bien qu'on gagne notre vie, qu'on nourrisse nos familles. On veut avoir la même chose que les autres gens. On veut vivre comme des êtres humains. Même sans la mer, des poissons arrivent encore jusqu'à Mouinak. Ils viennent de très loin. Pêchés dans l'Atlantique, la mer Baltique ou Caspienne, ils sont acheminés jusqu'ici par wagons frigorifiques. La conserverie de Mouinak tourne encore, à plein régime. Ce système permet tout juste de maintenir un semblant d'activité dans ce port sinistré. Les 7 millions de tonnes de conserves qui sortent d'ici chaque année ne sont pas destinées à la population locale. La marchandise repart au loin, vers d'autres républiques du RSS. Nous sommes obligés de manger des poissons pollués, car il n'y a plus rien dans les magasins. Même pendant la guerre, on vivait mieux que maintenant. La vie est si dure ici que les jeunes pêcheurs ont l'air plus vieux que leur père. Quelle est la cause de tout cela? Je ne le sais pas. S'il y a des responsables, peut-être que je le suis aussi.
De toute façon, c'est Dieu qui sait tout ça. Les enfants de pêcheurs n'ont jamais vu la mer. Pour les habitants de Mouinak, ce malheur est une fatalité. La mer reviendra, disent-ils, si Dieu le veut. Avant, la mer nous nourrissait. Et quand elle s'est retirée, les poissons sont partis. Et on a perdu notre nourriture. La mer ne nous a laissé que son sel. À présent, on vit vraiment très mal. J'aimerais tellement que l'eau revienne. Ah oui, que j'aimerais qu'elle revienne, cette eau. Ça me ferait vraiment plaisir. De l'eau potable, il n'y en a plus une seule goutte à Mouinak, comme partout autour de l'Aral. Le recul de la mer a fait baisser le niveau des nappes phréatiques, les sources, les puits se sont taris. Quant à l'eau qui arrive encore en surface, c'est un redoutable poison. Une eau saturée de sel, une eau contaminée par les produits chimiques versés en amont sur les champs de coton. Dans les zones arides, l'eau est source de vie. Ici, elle apporte la mort. D'après moi, ce que nous vivons ici, c'est un Tchernobyl silencieux. Car l'organisme accumule des pesticides, du nitrate, du nitrite. Et cela chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Ces produits détruisent les défenses immunitaires de l'être humain. Je crois que si j'emploie le terme de sida écologique, tout le monde va comprendre ce qui se passe vraiment ici. Soutenu par quelques responsables régionaux, le médecin de Mouinak a fondé un comité de sauvegarde de la mer d'Aral. Il a peu de moyens, mais il donne parfois aux familles de pêcheurs les plus pauvres, les plus malades, des bons pour des séjours en sanatorium. Face au drame qui se joue ici, cela paraît dérisoire, mais après des années de répression, c'est déjà beaucoup. Les gens qui parlaient des dangers encourus par la population étaient réprimés. On les obligeait à se taire. J'ai été moi-même un des premiers à soulever le problème du retrait de la mer d'Aral. Et j'ai subi de très fortes pressions. Oui, de très fortes pressions. Rongés par les maladies, plongés dans une misère noire, les habitants de Mouinak agonisent lentement. Ici, même l'air est irrespirable. Depuis que l'Aral est parti, le climat a changé. Autrefois absorbés par la mer, des tempêtes s'abattent sur des villages et des villes. Ces vents violents se lèvent en quelques secondes. Les tempêtes emportent sur des centaines de kilomètres des poussières de sel et de pesticides hautement toxiques. Ce nouveau-né est malade. Son sang ne contient pas assez d'hémoglobine, 2 doigts de sa main droite sont collés. Mais le bébé est vivant, ici, c'est déjà une victoire. Les enfants qui naissent handicapés sont de plus en plus nombreux. Les malformations congénitales augmentent. Tous ces problèmes à la naissance sont dus à la fois à l'eau trop minéralisée,
et aux mauvaises conditions de vie des gens. Pollution et facteurs sociaux ont d'après moi une influence sur le fond génétique de la population. « 90% des femmes Karakalpak souffrent d'anémie grave. Conséquence, les fausses couches se multiplient. C'est ma 11e grossesse, j'ai fait 9 fausses couches. J'ai accouché une seule fois d'un prématuré né à 7 mois. Je suis ici depuis un mois, je prends des antibiotiques pour sauvegarder l'enfant que je porte aujourd'hui. À peine nés, les bébés sont emmaillotés comme de minuscules poupées russes. Une trentaine d'accouchements sont pratiqués ici chaque jour. Selon les médecins de la maternité de Noukous, un enfant sur 2 naît malade. En outre, de nouveaux handicaps sont apparus. Ce nourrisson est dans un état grave. Il est né à terme, mais on a l'impression qu'il est resté trop longtemps dans le ventre de sa mère, car les os de son crâne sont déjà durs et les fontanelles sont fermées. Le cerveau ne pourra donc pas se développer. Vous savez, chez nous, beaucoup d'enfants présentent les mêmes symptômes. Sans le savoir, ces mères empoisonnent leurs bébés. Leur lait aussi est contaminé par le sel et les agents chimiques. Soumis dès la naissance à un tel régime, la majorité de ces nourrissons se retrouveront plus tard à l'hôpital des enfants de Noukous. Multiplication des cancers du sang, du foie, de l'estomac, épidémie d'hépatite et de tuberculose, apparition de nouvelles maladies physiques et mentales, la liste est encore longue. L'état sanitaire des enfants de Karakalpaki est effroyable. Pollution et malnutrition font des ravages. Cette petite fille est née de parents malades. La mère souffre d'une forme grave d'anémie et d'une maladie chronique à l'estomac. L'enfant est aussi très gravement anémié. En plus, elle est la dernière d'une famille nombreuse, comme il y en a beaucoup chez nous, une famille de 11 enfants. Les parents n'avaient pas le temps de s'occuper d'elle. Sur 1000 enfants nés chaque année en Karakalpaki, près de 100 meurent en bas âge. Le taux de mortalité infantile a atteint celui du Bangladesh. Et les médecins manquent de tout, pas assez de lits, de personnel soignant, de médicaments. Que risque-t-on, en fait? Je dirais simplement que nous sommes tous en train de mourir. Mais on va tenter de conjurer ce malheur. Nous, médecins, on va faire tout ce qu'on peut pour régler les problèmes de la population. Jusqu'à la mort, on va se battre. L'exode. Par centaines, par milliers, les riverains de l'Aral ont quitté leur village et se sont réfugiés à Noukous. Dans leur fuite, ces anciens marins n'ont pas tout perdu. Ils ont retrouvé du travail aux abords de la capitale, dans ce petit lac artificiel où les autorités Karakalpak ont créé, il y a 2 ou 3 ans, un élevage de poissons. Mais pour quelques pêcheurs rescapés, des milliers d'autres connaissent un exil de misère et de désespoir. Half of all affected irrigated
Une conférence d'experts internationaux s'est réunie dernièrement à Noukous pour autopsier le drame de la mer d'Aral. Parmi les scientifiques, une seule française, Monique Minguet. Elle a pris la parole au nom des femmes de Karakalpaki. Les mères de famille, on lance un appel, sauvez nos enfants, ne continuez pas à tuer nos enfants. Car il y a, j'ose à peine utiliser le terme, mais je vais tout de même l'utiliser, un génocide d'enfants ici. Alors on m'a dit, la définition de génocide, il y a une notion de volonté. Vous savez, quand on n'a pas la volonté de supprimer les pesticides responsables de la mort des enfants, eh bien c'est qu'il y a donc une volonté, même négative, n'est-ce pas? Donc, moi, j'utilise le mot avec beaucoup de tristesse, mais je crois que le mot génocide est là. Les enfants sont tués. Un cataclysme sans précédent. Pour la première fois dans l'histoire, une catastrophe écologique a été entièrement planifiée, programmée par l'homme. C'est un journaliste américain qui, le premier, a alerté l'opinion internationale il y a 5 ans. Depuis, plus de 150 symposiums se sont déroulés à Moscou, Noukous et ailleurs. Moderniser les systèmes d'irrigation pour économiser l'eau, détourner des fleuves de Sibérie vers l'Amou Daria, relier la mer Caspienne à la mer d'Aral par un grand canal, sérieux ou farfelu, les plans de sauvetage de la mer d'Aral ne manquent pas. Pourtant, aucune action concrète n'a été déclenchée. Aucune mesure d'urgence non plus pour la population sinistrée, ni aide humanitaire, ni assistance médicale, alors que la vie de plus d'1 million de personnes est en jeu. Les riverains de l'Aral se sentent abandonnés de tous. Les habitants de Mouinak voulaient faire de ce cimetière de bateaux un vrai musée. On le leur a refusé. Les autorités de Karakalpaki ont pris la décision de démanteler la flotte du port. Officiellement, on démantèle pour vendre le métal à l'étranger. Mais pour les habitants de Mouinak, c'est les traces d'un crime que l'on veut effacer. Détruire les vestiges de ce drame, c'est gommer la mémoire de tout un peuple. C'est tuer l'Aral une deuxième fois. Quand je vois mon bateau couché dans le sable, je ressens la même tristesse que lorsque je suis devant la tombe de mon frère. Tous les instants heureux de ma vie, je les ai passés à bord de ce navire. On passait des jours entiers en mer. On mettait les poissons dans de grands réfrigérateurs. À présent, il ne me reste plus que les prières. Je vais prier. Prier pour que la mer revienne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده الخير ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب جنة خالص ربنا الله أكبر.